Merci beaucoup, cher ami. Alors, je commencerai par remercier les laboratoires Phi, d'abord pour la liberté qu'ils m'ont laissé de choisir le thème et de ne pas du tout intervenir dans le contenu de ma présentation. Et donc, on a choisi de parler d'actualité de l'ostéoporose en 2019. Alors, je voulais commencer par parler un petit peu de cette polémique qui a eu lieu il y a quelques années. On a vu foisonner pas mal de livres remettant en cause même la réalité de cette maladie. On a vu pas mal d'intervenants même sur des télés françaises ou sur des radios dire que l'ostéoporose est une maladie fictive, en fait inventée par l'industrie pharmaceutique pratiquement. Et ça a semé le doute, en tout cas chez pas mal aussi de malades, ce genre d'intervention, d'émissions, de bouquins. Même des publications sérieuses. Alors il y a eu cet article du BMJ il y a quelques années, publié en 2015, et qui soulignait en fait que c'est vrai que parfois il y a un overdiagnostic de l'ostéoporose. Et c'est vrai que dans notre pratique, ça nous arrive souvent, je ne sais pas, on peut en discuter tout à l'heure, mais ça nous arrive souvent d'avoir beaucoup de malades qui sont traités par excès, par des traitements de l'ostéoporose. Et à l'inverse, on a des malades vraiment ostéoporotiques qui nécessitent un traitement et qui ne sont pas pris en charge. Donc il y a globalement un vrai problème de prise en charge de l'ostéoporose et je vais essayer d'y insister aujourd'hui. Donc l'ostéoporose reste quand même un problème de santé publique au niveau mondial. Vous connaissez un peu les chiffres, je ne reviens pas sur les choses classiques. Les fractures les plus fréquentes, donc rachis, hanche et poignet, avec un risque estimé à 46% pour une femme de 50 ans de faire une fracture par fragilité osseuse. Vous connaissez la cinétique de ces fractures, donc avec une augmentation exponentielle avec l'âge pour les fractures vertébrales et les fractures de hanche, avec le risque donc, chez les femmes, mais aussi chez l'homme, chez qui on ne pense pas souvent à l'ostéoporose et aux fractures. C'est des fractures qui tuent. On sait que la fracture de hanche est accompagnée d'une mortalité pratiquement de 20% dans l'année qui suit, et la plupart des autres malades vont rester handicapés. Mais même les autres fractures, comme les fractures vertébrales et les fractures dites mineures, s'accompagnent d'une augmentation de la mortalité. Donc tout ça, en fait, pour dire que c'est une vraie pathologie qui est responsable d'un excès de mortalité et évidemment d'un excès de morbidité, et qu'il faut la prendre en charge correctement. Alors, quoi de neuf en 2019 ? On va essayer de voir un petit peu ces thèmes-là. Qui faut-il traiter ? Comment traiter ? Combien de temps ? Quels objectifs ? Comment suivre les malades ? Et puis, est-ce qu'il y a d'autres bénéfices éventuels ? Donc, le diagnostic de l'ostéoporose, donc pratique, on continue à être basé sur la densité minérale osseuse. Vous connaissez tous la définition opérationnelle de l'OMS, bien sûr, basée sur le T-score. Mais c'est toujours important de rappeler que la définition du T-score, le fameux moins 2,5, n'est pas un seuil de décision thérapeutique, c'est un seuil de diagnostic, et que l'ostéopénie, jusqu'à maintenant, n'est pas une maladie, donc il faudrait même penser supprimer ça de notre jargon, parce que ça fait peur aux malades. Et puis, donc, qui faut-il traiter dans ce cas ? Et c'est toute la vraie question est là. Donc, avant de décider de traiter, normalement, il faut faire une évaluation du risque fracturaire. Je rappellerai que une grande partie des patients qui fracturent n'ont pas d'ostéoporose densitométrique. Donc, c'est juste pour rappeler les limites de la définition basée sur l'ostéodensitométrie. Selon les études, ça peut varier de 40 à 60% des patients qui font une fracture qui n'ont pas d'ostéoporose densitométrique. Parce que la densitométrie n'explique pas tout, il y a la microarchitecture, il y a les autres facteurs comme les risques de chute, etc. On va y revenir. D'où d'ailleurs donc, ce papier qui est paru tout récemment, signé par John Canis, donc, celui qui est à l'origine de la définition de l'ostéoporose et du FRAX, et qui essaie de proposer un algorithme de prise en charge des malades, des femmes ménopausées. Et donc il propose essentiellement de se baser sur les facteurs de risque cliniques
pour estimer, pour évaluer la probabilité de fracture. Pour les sujets à haut risque, il faut traiter, indépendamment de la densitométrie osseuse. Et c'est ceux qui sont à risque intermédiaire chez qui on va faire une densitométrie osseuse et réévaluer donc le risque, qui va nous permettre de réévaluer les risques et à ce moment-là de décider s'il faut traiter ou pas. Donc cet algorithme est essentiellement destiné à une utilisation mondiale et surtout dans les zones où l'accès à la densitométrie peut être difficile. Donc comment évaluer le risque fracturaire? Voici les principaux paramètres sur lesquels il faut se baser. Évidemment, la densitométrie osseuse, même si c'est un paramètre imparfait, mais c'est un des meilleurs qu'on a. Alors, il y a l'âge à prendre en compte, les antécédents de fracture, les risques de chute, et puis d'autres paramètres dont je parlerai brièvement, comme le FRAX, le TBS ou les marqueurs de remodelage. Alors, commençons par la DMO. J'ai dit que, évidemment, c'est un paramètre qui n'est pas parfait, mais c'est un paramètre corrélé au risque de fracture. On sait que pour chaque diminution d'une déviation standard, le risque de faire une fracture est multiplié par 2. Ça, c'est connu depuis longtemps. Et il faut faire attention à d'autres situations où le risque de fracture peut être élevé indépendamment de la densité minérale osseuse ou avec des densités normales ou peu diminuées. C'est le cas des obèses, c'est le cas des diabétiques, où plusieurs études ont montré que le risque fracturaire reste élevé malgré des densités minérales osseuses qui ne sont pas très basses. Je profite aussi pour parler de cette étude qui vient de paraître il n'y a pas très longtemps. C'est un essai randomisé d'une équipe de Jan Reid, donc en Australie. Ils ont randomisé 2000 patientes avec une ostéopénie. 1000 patientes ont reçu du zoledronate tous les 18 mois et 1000 patientes ont reçu du sérum salé. Et dans cette étude-là, le zoledronate a permis de réduire le risque fracturaire d'environ 40%. Alors, c'est juste pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses encore à faire dans l'ostéoporose. Alors, dans une analyse qui vient de paraître, une deuxième analyse de cette même étude, ils ont essayé de voir quel est le profil de ces patientes qui ont fracturé, donc avec ostéopénie. Aucun paramètre classique de l'ostéoporose ne sort. Donc c'est très difficile de distinguer les patientes qui vont fracturer. Ça, c'est juste pour vous montrer les limites de la densitométrie. Alors une autre limite, c'est de tenir compte de l'âge. Pour un même T-score, le risque de fracture n'est pas le même. Pour un T-score à moins 3, par exemple, sur cette figure, à 50 ans, le risque à 80 ans est multiplié par 5 pratiquement. Donc il faut tenir compte de l'âge et du T-score pour l'interprétation. Troisième paramètre très important, c'est les antécédents de fracture. Alors c'est très ancien, vous le savez, la présence d'une fracture vertébrale prédit d'autres fractures. Cette étude très récente vient d'être publiée qui montre que c'est vrai donc pour les fractures vertébrales, mais c'est vrai pour toutes les autres fractures. Donc vous le voyez sur ce diagramme. Le risque chez les gens qui ont fait une fracture vertébrale à 1 an de refaire une fracture est très élevé, autour de 14% à 1 an, mais même pour les autres fractures comme la cheville ou comme le tibia ou le poignet, le risque est élevé. Ça c'est à 1 an. Voici le risque à 2 ans, ça monte à environ 20-25%, et le risque à 5 ans est aux alentours de 30 à 40%. Donc c'est vrai pratiquement pour toutes les fractures. Une fracture prédit d'autres fractures. Alors les fractures vertébrales, quand elles sont parlantes cliniquement, évidemment, c'est facile à diagnostiquer. On a la douleur, on a l'hypersyphose, on a la perte de taille. Mais vous le savez, pratiquement 2/3 des patients font des fractures asymptomatiques. Et donc il faut savoir les chercher. Et je vous rappelle cette technique qui permet de facilement, au cours du même examen, quand vous demandez une densitométrie, d'évaluer les fractures vertébrales, la VFA, donc qui permet une évaluation très facile, pratiquement de tout le rachis des fractures vertébrales. Alors les indications, c'est
quand vous avez des douleurs rachidiennes ou quand vous avez une perte de taille, soit par rapport à la taille de 20 ans, soit dans le suivi. Et donc, d'où l'intérêt de mesurer la taille des patients. On insistait sur les choses qui doivent être faites pendant la consultation. Mesurer le poids et la taille sont importants. Alors, la notion de risque imminent de fracture a été développée ces quelques dernières années pour essayer d'identifier quels sont les patients qui sont à risque de faire une refracture dans le court terme. Et les facteurs qui semblent se dégager sont l'âge, la fracture récente et les antécédents, enfin les facteurs de risque de chute, notamment les antécédents de chute. Donc les chuteurs sont bien sûr à plus haut risque de refaire des fractures. Et on a parlé tout à l'heure de la sarcopénie, c'est quelque chose qui est méconnu par beaucoup de médecins, mais il faut savoir qu'à partir de 40 ans, on commence à perdre du muscle pratiquement de la même façon qu'on perd de l'os. On perd 1 à 2% de sa masse musculaire, et si en plus il y a une diminution de la force, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Elle est aggravée par les maladies chroniques, par l'immobilité, par la dénutrition bien sûr, et c'est comme ça que s'installe très facilement ce qu'on appelle le syndrome de fragilité du sujet âgé qui va entraîner la dépendance. Donc pensez à évaluer la sarcopénie qui est un facteur important de chute chez les sujets âgés. Vous savez que les chiffres montrent que pratiquement un patient sur 2 tombe au moins 1 à 2 fois par an, et que voilà, entre 3 à 6% de ces chutes vont être responsables de fractures. D'autant plus qu'il y a une étude qui a montré que le fait de corriger cette sarcopénie, de prescrire des exercices de renforcement, permet de réduire le risque de chute et de fracture. Frax, donc vous le savez, il y a un modèle de Frax marocain. Frax est très utile dans pas mal de situations. Alors je sais qu'il est peu utilisé, je pense que ça vaut le coup d'avoir un outil gratuit à utiliser, ne serait-ce que pour dépister ceux éventuellement qui pourraient profiter de la mesure de la densité qui coûte quand même de l'argent, et dans les situations difficiles où on hésite, faut-il traiter ou pas traiter, dans les situations litigieuses, le Frax pourrait être intéressant à calculer. Alors TBS, qui est un moyen d'évaluer la microstructure osseuse, qui est disponible dans certaines machines de densitométrie osseuse, a été aussi montré récemment comme un bon moyen d'évaluer le risque fracturaire. Donc si on peut l'avoir, c'est tant mieux. Alors les marqueurs du remodelage osseux, la plupart des recommandations disent qu'en pratique, ce n'est pas quelque chose à faire de façon routinière, mais il faut savoir que dans certaines situations, ça peut être utile. Alors, les dernières recommandations européennes insistent essentiellement sur 2 paramètres. Pour les marqueurs de résorption, le meilleur, c'est le CTX. Pour les marqueurs de formation, le meilleur, c'est le PIMP. Alors, les applications potentielles, ça pourrait être la prédiction du risque fracturaire, le monitoring, pour stimuler la compliance chez certaines patientes qui ont du mal à voir un effet du traitement, et surtout, je pense que la meilleure application reste la surveillance après arrêt du traitement chez certaines patientes. Alors, quelles sont les actualités thérapeutiques? Donc, les règles générales sont toujours les mêmes. Le principal objectif de traitement de l'ostéoporose reste la réduction, bien sûr, du risque de fracture. Et le plus important, c'est de commencer par traiter les fracturés et les patients à haut risque de fracture, qu'il faut identifier. Alors, une fois qu'on a dit ça, chez tout patient chez qui on discute une ostéoporose, il faut évidemment faire un petit bilan, éliminer les autres ostéopathies fragilisantes, donc le diagnostic différentiel, et puis démarrer un traitement de première ligne, ne pas oublier la prévention du risque de chute, et puis dès le départ, il faut que ce soit un contrat pour s'assurer d'une bonne adhésion au traitement. Le traitement de l'ostéoporose, c'est parti pour quelques années, ce n'est pas un traitement de 3 à 6 mois, comme certains le font, c'est vraiment un minimum de 3 à 5 ans, on va le voir. Alors, depuis pas mal d'années, on présentait cette diapositive. Il y avait de moins en moins de molécules avec la disparition du strontium, du THS, etc. Elle vient de s'enrichir de 2 ou 3 nouveaux produits. Je vais
y revenir tout à l'heure, mais donc globalement les traitements de l'ostéoporose restent dominés par les bisphosphonates, le dénosumab et puis de nouveaux traitements de stimulant la formation, notamment le tériparatide et d'autres nouveaux traitements sur lesquels je vais revenir. Quels sont les critères de choix? Eh bien, les critères de choix sont essentiellement donc, les facteurs liés au patient, mais aussi liés aux médicaments. Donc, quelle est son efficacité? Quels sont les éventuels effets extra-osseux? Quelle est la tolérance? La disponibilité et le coût sont importants, les indications et le remboursement, et puis tenir compte aussi de la vie des patients. Alors, pour revenir sur l'efficacité, donc, concernant l'efficacité antifracturaire sur les fractures vertébrales, la plupart des traitements donc, qui ont confirmé leur efficacité diminuent le risque de fracture vertébrale entre 50 à 70%. C'est le cas des principaux bisphosphonates, donc risedronate, alendronate, zoledronate. C'est le cas aussi du dénosumab et du tériparatide. Pour les fractures de hanche, la plupart des médicaments qui ont des études sérieuses montrent une diminution du risque de fracture d'environ 20 à 30%. C'est le cas essentiellement du risedronate, l'alendronate, zoledronate, dénosumab et tériparatide là aussi. Et très peu ont des études sur les fractures non vertébrales. C'est essentiellement tériparatide, risedronate et alendronate, zoledronate et dénosumab là aussi. Alors concernant la vie des patients, une étude récente montre que généralement les patients tiennent compte aussi, évidemment, veulent un traitement efficace avec peu d'effets secondaires, que la voie orale reste la voie préférée, mais que si la voie injectable donc, est utilisée sur des durées prolongées, donc ça peut être accepté de façon assez simple. Donc les bisphosphonates, ce sont essentiellement donc, sur cette longue liste, l'alendronate, le risedronate et le zoledronate actuellement, qui sont les plus utilisés. Vous savez que les bisphosphonates agissent en s'incrustant dans la matrice osseuse et qu'ils peuvent rester plusieurs années où ils inhibent donc la résorption osseuse. Donc je l'ai dit, dans toutes les études, ils diminuent le risque de fracture vertébrale entre 50 et 70%. Le risque de fracture de la hanche de 30 à 50%, et puis ils ont un effet rémanent. Donc après leur arrêt, le risedronate a un effet rémanent qui peut aller jusqu'à 1 an à 2 ans. L'alendronate a un effet rémanent qui peut aller jusqu'à 5 ans dans les études, on le voit sur la densitométrie et sur les marqueurs du remodelage. Et là aussi, le zoledronate a un effet prolongé en moyenne de 3 ans. Ils sont bien tolérés. Les effets secondaires sont plutôt rares. L'œsophagite peut être prévenue si les conseils d'administration sont bien respectés. Le syndrome pseudogrippal avec le zoledronate injectable est relativement fréquent, mais il peut être aussi géré avec une bonne hydratation, avec du paracétamol. Et puis les effets secondaires qui font peur aux malades, qui ont fait un peu le tour des réseaux sociaux, sont relativement très très rares. C'est le cas de l'atteinte rénale, l'ostéonécrose de la mâchoire ou les fractures diaphysaires qui restent extrêmement rares. Alors le dénosumab, première biothérapie dans l'ostéoporose, a un effet immédiat sur le blocage de la résorption osseuse, médicament qui peut être administré en sous-cutané tous les 6 mois, qui est bien toléré, qui reste non remboursable et qui coûte comme eux dans les 2400 dirhams tous les 6 mois. Alors on a des données récentes sur son utilisation après 10 ans d'évolution. Il augmente de façon très importante la densité minérale osseuse, jusqu'à 21% au rachis et pratiquement 9% au niveau de la hanche, en continuant à diminuer le risque de fracture. Alors, autre avantage, c'est qu'il peut être utilisé chez les patients avec une altération de la fonction rénale sans problème. Par contre, il faut faire attention à l'effet rebond décrit récemment à l'arrêt du dénosumab. Donc, plusieurs études ont confirmé cela. Si les malades arrêtent le dénosumab, très rapidement la résorption reprend
et le risque de refracture augmente notamment au niveau vertébral, avec des fractures vertébrales multiples qui sont possibles. Donc après arrêt du denosumab, faites attention, les fractures, le risque fracture revient rapidement à la valeur initiale et le risque est estimé à environ 10% dans l'année qui suit. Donc relais systématique par un bisphosphonate pendant au moins 1 an. C'est quelque chose qu'il faut absolument retenir. Alors le tériparatide n'est malheureusement toujours pas présent sur le marché marocain. C'est un très bon produit qui a montré une efficacité importante, aussi bien sur le risque fracturaire que sur la densité minérale osseuse, avec une durée de traitement en moyenne de 18 mois, maximum de 2 ans, avec une étude toute récente qui montre un effet intéressant sur le risque de fracture de hanche. Alors, qui faut-il traiter, quand et comment? Donc, pour le choix des traitements, il n'y a pas d'études comparatives portant sur l'efficacité. En général, on prend en compte donc, les indications, les contre-indications, les contraintes. Le premier choix évident est la voie orale d'un bisphosphonate, qui reste la plus simple. La voie parentérale peut être discutée, notamment dans les fractures de l'extrémité supérieure du fémur, en cas d'ostéoporose très profonde, ou en cas de comorbidité, on en discutait tout à l'heure, chez les patients polymédicamentés, donc les alléger par un traitement qui se donne une fois tous les 6 mois ou une fois par an peut être une bonne alternative. Alors les recommandations françaises, vous les connaissez, donc qui distinguent les 3 situations: présence d'une fracture sévère, présence d'une fracture non sévère ou absence de fracture, avec 3 niveaux en fonction du T-score, donc -1, -2 et -3. C'est une manière de simplifier l'indication d'un traitement anti-ostéoporotique. Des recommandations toutes récentes qui datent de moins d'1 mois par une société américaine d'endocrinologie ont développé un algorithme un peu différent, en distinguant, comme on le faisait tout à l'heure, donc les patients à haut risque des patients à faible risque. Donc pour les patients à haut risque, directement on distingue donc en bisphosphonate voie orale pendant 5 ans ou injectable pendant 3 ans, denosumab pendant 5 à 10 ans ou tériparatide d'emblée en fonction du risque. Pour les patients à faible ou à risque intermédiaire, en général, c'est soit pas de traitement, soit quand le risque est intermédiaire, on peut discuter un bisphosphonate par voie orale pendant 3 à 5 ans. Alors, la supplémentation vitamino-calcique reste un prérequis fondamental chez tous les malades ostéoporotiques, donc avec un minimum de 800 unités par jour de vitamine D et d'environ 1 gramme par jour de calcium. Alors, quand faut-il arrêter le traitement? Donc, on l'a vu, il faut réévaluer les patients, en général vers 3 à 5 ans après, cliniquement bien sûr, et parfois par une VFA, par une DMO, voire par des radios. Donc on peut arrêter le traitement si le malade n'a pas fait de fracture sous traitement bien sûr, et si la densité minérale osseuse s'est améliorée ou au moins ne s'est pas altérée. Alors, une fois qu'on a décidé d'arrêter, il faut, après 1 à 2 ans, refaire une autre réévaluation pour voir si on reprend un autre traitement. Alors, est-ce qu'il y a un objectif thérapeutique? C'est une question donc, que les rhumatologues connaissent maintenant dans la PR, dans la spondylarthrite. On essaie toujours d'avoir un objectif pour bien suivre nos malades. Est-ce qu'on peut avoir un objectif de traitement dans l'ostéoporose? Alors, cette étude toute récente publiée montre que même si la densité minérale osseuse reste un paramètre imparfait de suivi, mais il y a quand même une corrélation. Plus la densité s'améliore et moins le risque de faire une fracture existe. Donc il y a une relation qui est significative et il vaut mieux avoir une densité qui va augmenter dans le temps. Alors dans cette étude, on voit qu'en fonction du pourcentage de gain densitométrique, eh bien, le risque de faire une fracture diminue. Plus le gain est important et plus le risque de faire une refracture diminue. Donc il vaut mieux gagner de l'os en densitométrie.
Alors, on a essayé d'identifier un seuil vers lequel on pourrait tendre. Il semble que la courbe se casse aux alentours de moins 1,5 à moins 2, qui pourrait suggérer ce seuil-là comme un seuil thérapeutique. Donc, quelle est la cible densitométrique à essayer d'atteindre? C'est la valeur de densité pour laquelle le risque fracturaire est réduit à un niveau admissible. Et donc, cet objectif minimal se situerait au moins à moins 2,5 au niveau de la hanche. Et l'idéal, c'est d'arriver à moins 2 au niveau de la hanche. Alors, quelles sont les actualités maintenant? Donc, vous savez qu'il y a eu pas mal de nouveautés, d'une meilleure connaissance de la physiopathologie de l'ostéoporose, avec identification de nouvelles cibles thérapeutiques comme la sclérostine et comme évidemment la catepsinca. Et ça a abouti à de nouveaux traitements qui ont terminé les essais donc, de phase 3 et 2 ont été approuvés. Alors l'odanakatib qui avait reçu l'AMM lui a été retiré pour une augmentation du risque cardiovasculaire avec ce produit. Et donc il y a l'abaloparatide qui a été approuvé en 2017 aux États-Unis et tout récemment le romosozumab, un autre anticorps antisclérostine qui vient d'être approuvé en avril 2019 aux États-Unis là aussi. Donc l'abaloparatide, pour faire vite, c'est un analogue de la PTH-RP que vous connaissez tous. Et donc dans cette étude-là, il a été comparé au teriparatide et au placebo, et vous voyez qu'il est même supérieur au teriparatide sur le risque des fractures majeures, avec une différence significative. Le romosozumab, c'est un anticorps monoclonal qui cible la sclérostine, qui est une protéine synthétisé par les ostéocytes et qui a une action double. À la fois, il stimule la formation osseuse, mais il réduit aussi la résorption osseuse. Il se donne une injection par mois. Il a été testé sur une période d'1 an contre la londronate dans cette publication du New England et il a montré une supériorité sur les fractures et sur la densité minérale osseuse. Par contre, dans les effets secondaires, il y avait un problème, il y avait plus d'événements cardiovasculaires avec ce produit comparativement à la londronate. Ce qui fait que la FDA a rejeté le dossier d'AMM en 2017 et ils viennent de l'approuver donc tout récemment en avril 2019, mais en précisant des warnings, faire attention chez les patients au risque cardiovasculaire, il faut faire attention avec ce produit-là. Mais je voulais aussi signaler une étude toute récente sur alendronate et risque cardiovasculaire. C'est une étude de Hong Kong. Ils ont repris les patients sous alendronate sur une longue période. C'est une très grande cohorte à Hong Kong. Et ils ont évalué le risque cardiovasculaire. Ils ont trouvé que les patients recevant l'alendronate avaient moins d'événements cardiovasculaires en globalité, moins d'infarctus du myocarde et moins d'AVC. Ce qui pourrait, si on revient à l'étude de tout à l'heure, comme le comparateur était l'alendronate, on pourrait même se poser la question, est-ce que c'est le romosozumab qui augmente le risque cardiovasculaire ou est-ce que c'est plutôt l'alendronate qui diminue le risque cardiovasculaire? Donc en tout cas, c'est une affaire à suivre. Alors maintenant, concernant les traitements séquentiels, il y a eu quelques études qui ont été faites récemment, et notamment cette étude qui semble très intéressante, la séquence romosozumab pendant 1 an, avec relais par le denosumab juste après, a une action synergique et augmente de façon très intéressante la densité minérale osseuse et réduit de façon encore plus importante le risque fracturaire. Qu'en est-il des associations? Alors, contrairement à toutes les autres maladies chroniques où les associations thérapeutiques sont la règle, l'ostéoporose en reste toujours sur la monothérapie. Les premières études essayant de combiner 2 antirésorbeurs ont montré qu'il n'y a aucun bénéfice à le faire. Et puis il y a quelques études récentes qui ont montré que l'association parathormone antirésorbeur pourrait avoir de l'intérêt. C'est le cas de cette étude publiée il n'y a pas longtemps qui montre que, en tout cas, si on veut utiliser les deux, l'idéal c'est d'utiliser le teriparatide en premier suivi
de l'antirésorbeur, et ici c'était le cas du dénosumab, et que même l'association des deux pouvait être intéressante dans certains cas, avec une augmentation assez importante de la combinaison par rapport à chacun tout seul. Voilà, donc les messages clés de ma présentation, quelles sont les nouveautés en 2019? Le gain densitométrique est un bon moyen de suivi des patients et le T-score reste une bonne cible thérapeutique. Essayez d'arriver à un T-score minimum de moins 2,5 à la hanche ou voire même de moins 2. Les bisophonates sont la seule classe thérapeutique où un congé thérapeutique est indiqué, parce qu'il y a cet effet rémanent dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc généralement, après 5 ans par voie orale, on peut se permettre d'arrêter. Après 3 ans pour l'acide zolédronique, on peut se permettre d'arrêter. Mais ce n'est pas une règle, c'est-à-dire les patients à haut risque, on peut continuer. On a des études de sécurité jusqu'à 10 ans avec la voie orale, jusqu'à 6 ans, jusqu'à 9 ans avec le zolédronate. L'alendronate réduirait peut-être le risque cardiovasculaire et puis le zolédronate réduirait aussi le risque de fracture, même chez des patientes à faible risque. C'est quelque chose à suivre dans le futur. D'autres messages clés, l'effet rebond immédiat à l'arrêt du dénosumab. Donc au-delà de 2 doses, ce risque existe, faites attention. Réévaluation des patients à 5 ans. Pour les patients à haut risque, on peut continuer jusqu'à 10 ans. Pour les patients à faible risque, relais systématique par un bisphosphonate, minimum pendant 1 an. Pour le tériparatide, donc faites attention aussi. Là, il peut y avoir aussi une petite perte osseuse à la fin du traitement. Là aussi, relais systématique, soit par un bisphosphonate, soit par du dénosumab. Et puis, la meilleure séquence thérapeutique dans l'ostéoporose pour le moment serait de commencer par un anabolique et puis de switcher après vers un antirésorptif. Mais malheureusement, on n'a pas d'anabolique pour le moment au Maroc. Et puis, les données sont pour le moment insuffisantes pour recommander une association thérapeutique. Mais je vous l'ai dit, l'association dénosumab tériparatide paraît prometteuse. Et puis, il y a les nouveaux traitements anaboliques qui vont venir enrichir notre arsenal thérapeutique. Voilà, je conclus par dire que les avancées sont majeures dans la prise en charge de l'ostéoporose. On sait pourquoi il faut traiter, on sait globalement comment et qui faut-il traiter, combien de temps. L'essentiel, le message, c'est de traiter d'abord ceux qui ont déjà fait une fracture, essayer d'identifier ceux qui sont à haut risque de fracture pour les traiter là aussi, et que la prévention commence dès le jeune âge. Je vous remercie de votre attention.